Hello! J'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo parce que c'est un sujet qui est extrêmement personnel et je savais pas vraiment si j'avais envie de l'aborder ou pas. Donc j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit qu'au-delà de se livrer sur quelque chose de très personnel, ça pourrait peut-être aider d'autres femmes qui traversent la même chose que moi ou d'autres hommes, mais même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui regardent mes vidéos. Et donc aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait 21 mois qu'avec mon copain, on essaye d'avoir un bébé. Je pense pas vraiment rentrer dans les détails précis de ce pourquoi on n'arrive pas aujourd'hui à avoir un enfant. Mon but aujourd'hui c'est plus de vous parler de la PMA, donc ceux qui ne savent pas à quoi ce mot fait référence, il s'agit de la procréation médicalement assistée. Donc il n'y aura pas de partie précise dans cette vidéo, j'ai juste noté quelques points que j'avais envie d'aborder avec vous. Je vais rapidement vous expliquer du coup notre parcours, même si je vais pas rentrer dans les détails des problèmes que nous avons. On a tous les deux des problèmes chacun de notre côté qui font qu'aujourd'hui on n'arrive pas à avoir un enfant naturellement, du moins sans aide médicale. Donc pour vous expliquer rapidement, on a commencé à essayer d'avoir un bébé en février 2021 et donc les premiers mois ont passé, toujours rien. On s'est retrouvés en octobre 2021. On m'a parlé d'un ostéopathe qui était spécialisé là-dedans. On est allé le voir. C'était vraiment une super séance pour tous les deux. Un ostéopathe vraiment extrêmement gentil. Pour ceux qui sont dans la région lyonnaise, cet ostéopathe est situé à Pérouge dans la cité médiévale. N'hésitez pas à venir m'envoyer un message privé si vous voulez avoir ses coordonnées. En tout cas, je recommande vraiment d'aller voir un ostéopathe avant d'entamer tout ce qui est examens médicaux, etc. Bref, on est allé voir cet ostéopathe et cet ostéopathe nous a laissé à peu près 3 mois en se disant que si sous 3 mois il ne se passait rien, on se reverrait et on déciderait de ce qu'on fait ensuite. Donc il ne s'est rien passé pendant ces 3 mois. On est ensuite retourné le voir une fois en janvier 2022 et ayant été face à un nouvel échec, cet ostéopathe nous a orienté vers une gynécologue spécialisée dans l'infertilité, donc au Medipôle de Villeurbanne. Pareil pour tout ce qui est précision, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais si vraiment vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram. Je suis pas hyper active sur Instagram, mais par contre je réponds à tous les messages qu'on m'envoie, donc n'hésitez pas si vous voulez échanger. C'est vraiment dans ce but que je fais cette vidéo. J'y reviendrai plus tard, mais je me suis personnellement sentie un petit peu seule par moment et je vous expliquerai pourquoi, donc n'hésitez pas à venir me parler. Si on peut, je suis désolée, j'ai l'alarme qui monte. Si on peut s'aider en tout cas entre femmes qui subissent entre guillemets la même chose. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Bref, je m'égare. Du coup, on a été orienté et on a eu rendez-vous début mars 2022 avec cette gynécologue qui nous a tout de suite prescrit tout un tas d'examens à faire dans le cadre d'un bilan d'infertilité. Donc des examens pour moi et des examens pour mon chéri. Des examens qui n'ont pas été faciles ni d'un côté ni de l'autre, mais qui nous ont aussi permis d'avoir des réponses et qui nous ont permis d'envisager la suite plus rapidement. Bref, les différents spécialistes auxquels on a eu affaire se sont rapidement rendus compte qu'on aurait besoin d'une aide pour avoir un enfant. Et très rapidement, on nous a orienté vers une FIV avec micro-injection. Donc là, je vais peut-être rentrer dans des termes un peu précis. Je suis désolée si j'utilise pas les termes médicaux, je vais utiliser les termes comme moi je les ai compris. Donc on a été très vite orienté vers une FIV avec micro-injection, c'est une FIV ICSI, sans passer par la case insémination artificielle, sans passer par la case FIV classique, au vu des problèmes qu'on avait tous les deux. Donc une FIV avec micro-injection, c'est une fécondation in vitro. Donc c'est-à-dire qu'on vient ponctionner les ovocytes de la femme, récupérer les spermatozoïdes de l'homme et prendre un spermatozoïde avec une micropipette qu'on va injecter directement dans l'ovocyte de la femme. Contrairement à une FIV classique où on laisse l'ovocyte et les spermatozoïdes faire leurs affaires et se féconder entre guillemets tout seul. J'espère en tout cas que je me trompe pas dans ce que je vous dis, mais normalement c'est bien ça. Donc tout s'est enchaîné assez vite puisque le temps qu'on fasse nos examens, qu'on ait les différents résultats, on nous a programmé la FIV fin juin 2022 et fin mai 2022 on attaquait tout ce qui est injection d'hormones pour venir bloquer et stimuler mes ovocytes. Cette FIV a été un échec puisqu'elle n'a donné lieu à aucun embryon de bonne qualité. Donc c'était un coup dur pour nous et franchement on a cru en fait qu'on nous dirait que... On a vraiment cru qu'on nous dirait que c'était mort, qu'on pourrait pas avoir d'enfant. Et heureusement, on a contact avec un super biologiste qui nous a expliqué vraiment en détail ce qu'ils allaient faire sur la prochaine FIV pour essayer d'avoir de meilleurs résultats. La seconde FIV s'est déroulée fin septembre 2022 et elle a donné lieu à 4 super beaux embryons. Donc on était vraiment hyper contents, on a vraiment vu une amélioration et c'est ce qu'on voulait. C'est vraiment, on voulait
comment dire, on voulait vraiment avoir une preuve que tout ne serait pas perdu et qu'on pourrait quand même y arriver. Donc on a eu un transfert d'embryon qui n'a pas donné lieu à une grossesse et on en est là. Voilà, on attend la suite. En tout cas, on est vraiment content parce que du coup, on a 3 beaux embryons qui nous attendent au congélateur. Et on est vraiment content d'avoir eu cette amélioration. Voilà pour notre parcours assez rapide. Bon, finalement, je suis quand même un petit peu rentrée dans les détails, mais voilà, si vraiment vous voulez avoir plus de précision, je m'étalerai pas dans une vidéo, mais si vraiment vous voulez qu'on échange, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. J'y répondrai avec plaisir. Ça vous fera autant de bien à vous qu'à moi, je pense. Donc voilà. N'hésitez pas. Vraiment, après la première FIV, ça a été extrêmement dur. Et surtout à l'aube de la seconde, beaucoup de questions. En plus, on est stimulé par les hormones. Et je pense que sur la deuxième, ils ont énormément stimulé. J'ai clairement pleuré tous les jours. Pendant 3 semaines avant la ponction, plusieurs fois par jour. Les hormones y étaient sûrement pour quelque chose. Mais surtout, la chose qui revenait en boucle dans ma tête, c'était la peur vraiment de ne jamais pouvoir avoir d'enfant. La peur qu'on nous dise, on a tout essayé, on n'y arrivera pas. Alors je sais qu'il y a d'autres façons d'avoir un enfant que de le créer soi-même et de le porter. Mais vraiment, j'avais cette peur-là. Donc quand on a vu que la seconde fille avait donné des beaux embryons, on s'est dit que c'était possible. Il reste une étape hyper importante qui est l'accroche, la nidation de l'embryon et le développement de l'embryon dans l'utérus. Mais vraiment, on était hyper contents et on s'est dit c'est possible, on va y arriver. À partir du moment où on a su qu'on allait devoir passer par un parcours de PMA, j'ai commencé à traîner sur Instagram et à m'abonner à des comptes de filles qui étaient dans la même situation que moi. Et je pense que c'est la plus grosse erreur que j'ai faite. C'est la plus grosse erreur que j'ai faite parce que au-delà de se dire qu'il y a des filles qui traversent la même chose que moi, ces filles m'ont fait peur en fait. Ces filles m'ont vraiment fait peur. Par leurs échecs, par leur, leur besoin de tout contrôler. Je me suis vraiment dit en fait que moi, j'étais pas assez investie, que c'était peut-être ma faute. En fait, moi, j'étais pas du tout dans une optique de tout contrôler, tout vérifier, contrairement à ces filles, et du coup, je me suis un petit peu culpabilisée. Moi, j'étais plutôt dans une optique de on va suivre ce qu'on nous dit de faire et puis on verra ce qui se passe. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que c'était hyper nocif pour moi de suivre des comptes comme ça. Elles m'ont fait vraiment culpabiliser, elles m'ont fait peur. Elles m'ont fait peur sur certains trucs et c'était trop pour moi. Donc j'ai arrêté de suivre ces comptes-là. Et là, je vous parle vraiment de comptes spécialisés dans la PMA. Parce qu'en fait, on finit par se comparer. C'est humain de se comparer et on se compare. En fait, tu te compares à chaque fois et t'as l'impression que c'est jamais assez bien, que tu vas pas y arriver. Et si vous, c'est quelque chose qui vous fait du bien de suivre des comptes comme ça, n'hésitez pas. Il faut vraiment en fait vous dire que suivez des choses qui vous font du bien. Si c'est des comptes qui peuvent vous donner de l'espoir, allez-y. Moi personnellement ça n'a pas du tout été le cas, c'était très nocif comme je vous le disais et du coup j'ai arrêté de suivre ces comptes-là. J'ai continué à vivre ma vie de manière classique, sans trop me poser 50 000 questions, sans vouloir tout contrôler. Et je sais pas si au final c'est la bonne chose à faire, mais c'est la façon dont nous on vit la chose. Et d'ailleurs en parlant de nous, je voulais rapidement parler du couple pendant la PMA et pendant les essais de bébé parce que pour moi, c'est qui tout double. En fait, je considère en tout cas pour ma part que pour pouvoir traverser cette période et ces épreuves de la vie sereinement, il faut avoir un couple qui est solide. Et pour moi, solide, c'est pas uniquement de s'aimer. Parce que dans ce parcours, bien sûr qu'il faut de l'amour, mais ce qu'il faut aussi avant tout, c'est du respect et du soutien. Le soutien dans le couple, c'est vraiment ce qui va vous aider à traverser les épreuves. Et surtout, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de messieurs qui vont regarder cette vidéo, mais s'il y en a et que vous êtes dans cette situation, soutenez l'autre. Soutenez l'autre parce que même si c'est dur, même si elle pleure tous les jours, même si elle est dans un mauvais état d'esprit, j'imagine que c'est dur pour vous aussi, mais cette personne en a besoin. Elle est elle-même soumise aux hormones et elle-même, elle s'en veut des fois de réagir comme ça, de pleurer, mais elle contrôle pas. Elle contrôle vraiment pas ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent parce que la dose d'hormones qui vous a injecté, vraiment ça peut changer votre état d'esprit d'une seconde à l'autre. Imaginez pour les femmes qui savent ce que c'est, imaginez l'état d'esprit dans lequel vous êtes à l'approche de vos règles ou pendant vos règles, je sais pas quand c'est. Et bah là, c'est la même chose, mais en pire. Quand je dis pire, je dis pas qu'on traverse des moments affreux, je veux dire que c'est plus développé. Et vraiment, on a besoin de soutien dans ces épreuves-là, et c'est pour ça que le couple est hyper important, parce que c'est là que vous allez trouver votre première source de soutien. Mais au-delà de ça, vous pouvez aussi trouver du soutien
soutien dans votre famille, dans vos amis, dans des personnes à qui vous allez vous livrer. Ça peut être des personnes qui sont moins proches de vous et à qui ce sera plus facile de parler, à qui ce sera plus facile d'exposer vos doutes, vos peurs, vos souffrances. Mais en tout cas, vraiment, il faut trouver ce soutien. Parce que nous, au début, on l'a dit à personne, on voulait vraiment faire la surprise entre guillemets de pouvoir annoncer une grossesse. Et c'était dur de tout vivre tout seul, entre guillemets. Donc on a fini par l'annoncer à nos familles. Mais on a trouvé du soutien aussi dans des collègues de qui on est proche, des amis proches. Il faut pas rester seul face à ça, il faut en parler, il faut s'exprimer, il faut extérioriser, parce que sinon vous tiendrez pas. Quelque chose qui a été très dur à vivre, et je pense encore plus quand on est la personne qui reçoit les injections, les hormones, et surtout quand on est la personne qui va porter cet enfant, c'est les annonces de grossesse de notre entourage. Et au-delà de se dire que c'est dur parce que eux ils connaîtront le bonheur que nous on recherche depuis un certain temps, c'est dur parce qu'on culpabilise de ressentir ce qu'on ressent. Moi je sais qu'il y a des annonces de grossesse où j'étais vraiment partagée entre je suis super contente pour toi et j'ai les boules. Et à chaque fois j'ai eu une question qui peut paraître complètement débile, et cette question c'était et ça vous a pris longtemps? En fait, je sais pas pourquoi je posais cette question, parce qu'autour de nous, on a eu que des personnes pour qui ça arrivait très rapidement, voire du premier coup. Et c'est une question dont la réponse fait encore plus de mal que ce que tu vis déjà. Je pense que désespérément, je cherchais au fond de moi quelqu'un qui vivrait la même chose, où j'essayais d'atténuer en tout cas cette jalousie mal placée, qui n'est pas vraiment de la jalousie en soi, mais qui reflète un petit peu ce qu'on traverse nous. Et honnêtement, je me sentais vraiment coupable de ressentir des choses comme ça. Mais malheureusement, c'est des choses qu'on ne contrôle pas et qui sont normales quand on traverse ce genre de choses, qui sont normales quand quelqu'un obtient quelque chose pour laquelle tu te bats et qui pour eux c'est naturel entre guillemets. Et ce qui est difficile, c'est vraiment d'accepter, de se dire que c'est normal en fait de ressentir ce genre de choses. Moi j'avais vraiment cette culpabilité de me dire je veux pas ressentir ce genre de choses parce qu'ils ont droit au bonheur, mais d'un côté j'ai les boules. Et donc c'était vraiment bizarre d'être partagée entre je suis super contente pour toi et j'ai vraiment les boules contre la vie qui est injuste en fait, tout simplement. Donc voilà, si vous êtes dans cette situation, ne culpabilisez pas de ressentir de la jalousie. Je sais pas si on peut appeler ça de la jalousie, mais de ressentir ce que vous ressentez et d'avoir les boules quand on vous annonce une grossesse. C'est normal. Je suis pas psychologue, mais je pense que c'est normal. Et je pense que toutes les femmes qui sont dans un parcours de PMA ont déjà ressenti ça une fois, donc vraiment ne culpabilisez pas. Et moi j'ai arrêté de culpabiliser en fait. Ce qui était assez dur, c'était d'en parler avec mon copain et de voir que lui ça ne l'atteignait pas, sauf qu'il avait beaucoup de mal à le dire en fait, et je me suis rendu compte que lui aussi ça le touchait. Donc à partir de ce moment là je me suis sentie moins seule, et en discutant avec d'autres personnes aussi je me suis sentie moins seule, de me dire que c'était normal de ressentir ça et que c'était pas grave de le ressentir. Attention, faut pas que ça soit un ressentiment envers les personnes non plus, parce qu'elles ont droit aussi au bonheur. C'est du ressentiment contre la vie en fait, de manière générale, la vie, de se dire pourquoi eux et pas moi. Ça m'a rendu triste aussi quand toutes les personnes qui étaient enceintes approchaient de leur terme, parce que je me disais que dans quelques jours, quelques semaines, ces personnes-là allaient serrer leur bébé dans leurs bras. Et que nous, ce serait toujours pas le cas. Je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus long, il y a des personnes qui sont depuis 7 ans, 5 ans ou plus en parcours, et dans ces moments-là, je me dis que j'ai pas le droit de me plaindre entre guillemets, mais en fait, chaque personne a le droit de se plaindre, que ça fasse 6 mois, que ça fasse 3 ans, 10 ans. Chaque personne vit la chose à sa façon. Aussi, je voulais m'adresser aux personnes qui sont de l'autre côté, entre guillemets. C'est-à-dire aux personnes qui côtoient ces gens-là qui sont en PMA, qui sont en désir d'enfant et qui n'y arrivent pas. Attention à ce que vous dites, parce que c'est pas de votre faute dans le fond. On sait que vous n'êtes pas là pour enfoncer ou pour vouloir du mal, entre guillemets. Mais des fois, il y a des mots qui peuvent blesser. Et je pense que tant qu'on vit pas la chose, on se rend pas compte. Moi, je sais qu'il y a 2 phrases qu'on me dit souvent et qui m'énervent au plus haut point. Alors j'en veux pas aux personnes qui me les disent, mais je sais que ça part pas d'un mauvais sentiment. Et moi c'est quelque chose qui au fond de moi vraiment m'énerve. La première c'est « mais ça va, vous êtes encore jeune ». En fait moi je le prends mal parce que pour moi l'âge n'a rien à voir avec ton désir d'enfant. Et quand c'est viscéral, quand c'est vraiment au creux de ton ventre, tu ressens le vide dans ton ventre et qu'on te dit « ça va, t'es encore jeune », mais en fait, je me dis, ces gens-là, ils sont qui pour juger, entre guillemets, de ce qu'on doit ressentir? Et peu importe l'âge, peu importe que t'aies 21 ans, 38 ans, ton désir d'enfant, il est là. Ton âge ne change pas ce que tu ressens. Et oui, c'est sûr que
plus t'essayes d'avoir un enfant tard, plus c'est compliqué et moins t'as de chance d'y arriver et plus l'étau se resserre, on va dire entre guillemets. Parce qu'il y a des fois aussi où on m'a sorti cette phrase plus pour dire ça va, t'es encore jeune, pour dire t'as encore des essais possibles. C'est plus ta dernière chance entre guillemets. Donc ça, je le comprends très bien. Mais le ça va, t'es encore jeune, de c'est pas grave si ça arrive pas tout de suite, t'es encore jeune. Non. Non. En fait, quand tu veux avoir un enfant et que c'est viscéral, que c'est vraiment au fond de toi et qu'on te dit ça va, t'es encore jeune, mais en fait, t'es qui pour me dire quelle douleur je dois ressentir? Et en fait, qu'est-ce que l'âge vient faire dans ta souffrance? Parce que t'es plus jeune, tu dois moins souffrir. Parce que t'es moins jeune, tu dois plus souffrir. Moi, cette phrase, vraiment, faut arrêter. Je la comprends pas. Et alors, la deuxième phrase qu'on m'a sortie à chaque fois qu'on annonçait qu'on était dans un parcours PMA. D'ailleurs, petite parenthèse, à chaque fois qu'on a parlé à quelqu'un de notre situation, chaque personne à qui on en parlait connaissait une personne à qui ça arrivait. En fait, on s'est vraiment rendu compte qu'il y a énormément de monde qui est touché et qu'on n'en parle pas tant que ça. N'hésitez pas à en parler parce que je pense qu'il y a des personnes qui n'osent pas en parler et qui se sentiraient moins seules de se dire qu'elles traversent pas ça toutes seules et que d'autres personnes vivent la même chose qu'elles. D'autres personnes dans leurs proches vivent la même chose qu'elles. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a une amie à moi qui vit tout ce qui est injection d'hormones, pas pour la même chose, mais qu'on s'est vu la dernière fois et que ça nous a vraiment fait du bien à toutes les deux d'en parler. Parce que, encore une fois, on blâme pas ceux qui vivent pas ça, mais c'est difficile de s'imaginer traverser des choses. Et encore une fois, personnellement, j'ai pas hyper mal vécu les injections d'hormones, pas du tout même. Mais c'est difficile de s'imaginer finalement ce qu'on traverse. Et donc quand on a une personne avec qui le partager, qui l'a vraiment vécu, on se sent mais plus léger. Donc n'hésitez pas à en parler si vraiment vous avez envie d'en parler autour de vous. Et vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de monde qui traverse la même chose que vous. Et peut-être que ça vous donnera du baume au cœur, ça vous enlèvera un poids. Bref, je me suis égarée. La deuxième phrase dont je vous parlais, qui pour moi est revenue à chaque fois qu'on a annoncé qu'on était en parcours PMA et qui m'agace, mais vraiment, c'est la phrase « Oh mais tu sais, moi je connais une fille qui a une pote, qui a une sœur, qui a un mari dont la cousine a essayé pendant 10 ans d'avoir un enfant. Ils ont arrêté d'y penser et ça arrivait d'un coup tout seul. » Je sais encore une fois que c'est pas quelque chose qui part d'un mauvais sentiment, pas du tout. Mais c'est une phrase qui est agaçante parce que certes, pour ces personnes-là, ça a fonctionné, et tant mieux. Et après 10 ans de combat, c'est super qu'ils aient enfin pu avoir ce miracle, entre guillemets, que ça fonctionne naturellement. Mais c'est loin, loin, loin d'arriver à tout le monde. Et surtout, le truc, arrête d'y penser, ça viendra tout seul. Non. Déjà, quand t'es en essai, tu peux pas arrêter d'y penser. Quand vraiment, encore une fois, c'est au fond de toi que c'est viscéral, tu peux pas arrêter d'y penser. Donc là, te dire, oh, tu sais, pendant 10 ans, ils ont essayé, puis au final, ils ont arrêté, puis hop, ça a marché. Je crois qu'à chaque fois qu'on a annoncé un truc, on nous a sorti cette phrase. Et encore une fois, j'en veux pas aux personnes qui nous l'ont sorti, mais c'est quelque chose, je me dis, pourquoi on te dit ça? Donc voilà, si entre guillemets vous êtes confronté à une situation où la personne vous annonce que elle est en parcours de PMA, attention à ce que vous pouvez dire. Encore une fois, on sait que ça part pas d'un mauvais sentiment, mais attention à ce que vous pouvez dire parce que des fois un mot ça peut faire l'effet d'un coup de poignard. Donc voilà, c'était juste pour sensibiliser un petit peu ces personnes là. Et des fois il vaut mieux ne rien dire et juste être là pour la personne. Je sais pas pourquoi en France on cherche toujours à combler le vide, à dire quelque chose. J'en parlais avec mon amie la dernière fois. Pourquoi toujours chercher à vouloir dire quelque chose? Juste prendre la personne dans ses bras, être là, lui faire changer les idées ou en parler, l'écouter si elle a envie d'en parler. Il n'y a pas forcément besoin de dire quelque chose. Juste être là et la soutenir, c'est déjà beaucoup. Bref, voilà, je me suis un petit peu égarée sur les sujets dans cette vidéo. En tout cas, je voulais vraiment en parler pour vous dire que vous n'êtes pas seul, on est énormément de couples à traverser ces épreuves et si vous êtes dans ce cas, que vous n'osez pas en parler autour de vous, n'hésitez pas encore une fois à m'envoyer un petit message. Moi ça me fera énormément plaisir d'échanger avec vous. Si jamais vous estimez que j'ai trop peu abordé le sujet et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé sur Instagram. Si je vois que j'ai beaucoup de questions qui me sont adressées, peut-être que je ferai une vidéo FAQ. Mais bon, j'ai pas non plus 5000 personnes qui me suivent, donc je pense pas avoir non plus 50 000 questions qui puissent occasionner une vidéo. Mais en tout cas, voilà, j'avais vraiment envie de partager avec vous ce pan extrêmement personnel de ma vie parce que je pense que... J'espère en tout cas, je suis peut-être un peu prétentieuse de dire que ça aidera des personnes, mais j'espère que ça aidera des personnes et j'espère que si vous traversez la même chose, vous vous sentirez moins seul. Et je voulais vraiment aussi penser aux gens qui entourent
les personnes qui vivent ça. Vraiment, soyez là pour elles parce que elles en ont besoin. N'essayez pas de les rassurer avec des fausses phrases toutes préfabriquées, mais juste soyez là pour elles et soutenez-les. En tout cas, nous, on continue de garder espoir. On espère qu'on aura bientôt une très bonne nouvelle. On continue de croiser les doigts. Bref, n'hésitez pas en tout cas à me laisser un commentaire ou un message privé sur Instagram pour qu'on puisse échanger. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!